Chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, chers internautes, je suis ravie de vous retrouver pour ce 8e numéro de votre rendez-vous littéraire Préface. Le monde dans lequel on vit est souvent perçu comme stressant, angoissant, frustrant, voire déstabilisant pour beaucoup. Alors que les progrès technologiques et numériques étaient censés nous apporter plus de liberté, plus de facilité, en un mot plus de bonheur, on constate que de nombreuses personnes ont du mal à faire face aux divers enjeux sociétaux de rentabilité et de performance. Il n'est pas rare d'entendre des gens avouer à demi-mot qu'ils n'ont pas confiance en eux, qu'ils ont du mal à croire dans les projets et par conséquent qu'ils ont du mal à vivre la vie à laquelle ils aspirent. C'est sans doute la raison pour laquelle de plus en plus de femmes et d'hommes s'investissent dans le développement personnel ou se tournent vers le développement personnel. Peut-être cherchent-ils à devenir la meilleure version d'eux-mêmes ou encore peut-être ont-ils besoin d'être boostés afin de définir plus clairement les objectifs qu'ils souhaitent atteindre. L'écrivain Oscar Wilde, romancier, dramaturge et poète irlandais, a dit ceci: « Soyez vous-même, tous les autres sont déjà pris. » L'écrivain américain Mark Twain, écrivain et à la fois essayiste, quant à lui affirme ceci: « Dans 20 ans, vous serez plus déçus par les choses que vous n'avez pas faites que par celles que vous aurez faites. » Alors, sortez des sentiers battus, mettez les voiles, explorez, rêvez, découvrez. Notre invitée du jour est une femme déterminée et flippée à la fois, pour reprendre ses propres mots. Sans doute sera-t-elle d'accord avec les 2 citations précédentes. Depuis fort longtemps, elle veut transmettre, mais de manière efficace, ce qui peut permettre à l'autre d'aller de l'avant. Nageuse, elle a commencé à entraîner dès l'âge de 16 ans d'autres nageuses. En tant que professeure des écoles, elle développe des méthodes pour stimuler et faire grandir chez les petits la confiance en eux. Et puis un jour, puisqu'elle est toujours en discussion avec sa tête, elle décide d'écrire un ouvrage dans lequel elle propose sa méthode, ses exercices basés sur son vécu pour atteindre les objectifs que l'on se fixe. Ce livre s'intitule « Je parle à ma tête ». La méthode pour atteindre tes objectifs, qui est sortie en 2020. J'ai le plaisir et l'honneur de recevoir Sarah Juste. Bonsoir Sarah. Bonsoir Laure. Alors le principe de cette émission, je pense que tu as déjà dû voir peut-être quelques émissions, c'est un entretien tranquille. Donc est-ce que tu me permets de te tutoyer? Absolument. Alors comme tu as dit tranquille, alors attends, je vais me... Oui, parce qu'elle a dit que je suis flippée. Donc oui. Là, on se déflippe et on est prêt. Je t'écoute, Laure. Très bien. Alors, nous sommes partis pour quelques minutes d'entretien. Tout d'abord, est-ce que tu peux compléter la présentation que je viens de faire de toi? Parce qu'évidemment, je me suis dit, je te reçois, je vais te laisser le champ libre pour dire un petit peu qui tu es. Donc, est-ce que tu peux compléter la présentation que j'ai faite de toi pour nos téléspectateurs, téléspectatrices et internautes? Alors, tu as à peu près tout dit parce que tu as employé des mots qui sont très justes. Tu as employé le mot déterminé parce que lorsque je veux aller quelque part, j'y vais, quelle que soit la manière, enfin, en tout cas, j'utilise une manière qui est la mienne, mais quelles que soient mes peurs, j'y vais. Mais en tout cas, c'est vrai que je suis aussi flippée de la tête. Je suis complètement flippée de la tête. C'est-à-dire que malgré le fait d'avoir des ambitions, d'énormes ambitions, j'ai toujours peur de quelque chose parce que, évidemment, lorsqu'on est, on est dans un environnement qui nous accompagne et qui nous transmet certaines valeurs, certaines idées, certaines pensées. Et donc, c'est vrai que moi, je viens d'une île, je suis guadeloupéenne, et dans mon île, certaines pensées m'ont été transmises du type, je devrais être, je dis je devrais parce que ça c'était avant, maintenant c'est différent, je devrais être une petite fille sage, ou je ne devrais pas faire de bruit, ou enfin ces choses-là. Donc c'est vrai que ça, on développe, en tout cas moi j'ai développé certaines peurs. Donc voilà, je suis une fille flippée de la tête, mais ça c'était avant et je me soigne fort fort fort. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai écrit ce livre, Je parle à ma tête, la méthode pour atteindre tes objectifs.
objectif. Alors, qui est sorti en 2021. Ah, 2021. Ah, c'est écrit 2020, donc c'est pour ça que j'ai dit... Ah, d'accord. Bah, autant pour moi. Donc, alors, pendant la préparation de cet entretien, justement, tu disais que tu ne parlais guère. Hein, comme tu dis tout à l'heure, on te disait quand tu étais enfant qu'il fallait que tu sois modèle, mais surtout quand on est une fille, on attend souvent de nous que nous soyons gentilles, calmes, effacées, voire inexistantes. Alors, tu ne parlais guère, d'après ce que tu m'as dit, et surtout, tu observais beaucoup. Mais alors, comment es-tu passée du stade de l'enfant réservé à celle qui aujourd'hui écrit un livre, une méthode? Comment c'est possible? Alors, je ne parlais guère parce que mes pensées me disaient qu'il fallait être une petite fille sage, mais ça ne m'empêchait pas d'imaginer. J'avais mon monde dans ma tête, j'avais ma bulle dans ma tête, et dans ma bulle, je construisais des tas de choses. Et aussi, dans ma bulle, il y avait des livres. Il y a toujours eu des livres, puisque nos parents, je suppose que des tas de parents entiers ont acheté toutes les, comment on les appelle là, il y avait des tas de catégories de livres, verte, voilà, qui suivent, exactement. Donc j'ai lu tout ça, et c'est vrai que je suis partie, j'ai construit un univers, j'ai construit une vraie bulle dans laquelle je pouvais faire tout et n'importe quoi. Et à un moment donné, je me suis dit, mais je ne peux pas continuer à avoir peur comme ça et ne pas agir. C'est-à-dire que j'avais des tas d'idées dans la tête, mais je ne les mettais pas. Au moment où il fallait les mettre en place, je ne le faisais pas. Et donc, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette pathologie? Et donc, j'ai cherché dans un dictionnaire et j'ai découvert que j'étais velléitaire. Oui. C'est-à-dire que j'avais des tas d'idées, j'avais de l'imagination, et puis au moment de passer à l'action, je restais en retrait. Puis je me suis dit, non, c'est pas possible. Il est important de faire découvrir mon monde, et puis surtout je souffrais. Je souffrais parce que j'avais trop de choses dans la tête, il fallait qu'elles sortent. Et puis la vie aidant, l'expérience de la vie, les embûches, le bonheur, je n'ai pas envie de dire le malheur, mais en tout cas on va dire l'expérience. La tristesse peut-être. Voilà, la tristesse fait qu'on se dit à un moment donné, il est important d'être heureux. Et pas demain, mais tout de suite. Et pour être heureux, j'ai compris qu'il fallait être authentique. Et authentique, c'était accepter cette fille que je suis. Mais pour l'accepter, il fallait que je la découvre. Donc je la connaissais un petit peu puisqu'elle était dans ma bulle, mais les gens ne la connaissaient pas. Alors justement, qu'est-ce que tu as dû mettre en place pour apprendre à te connaître ? Alors d'abord, je me suis tournée vers ce qu'on appelle... alors ce qui est important pour moi, c'était ma sérénité intérieure. Et puis ensuite, je me suis dit, oui, c'est bien gentil, ma sérénité intérieure, mais il faut quand même que ce vacarme qu'il y a dans ma tête, ce carnaval, cette joie, enfin, toutes ces couleurs, il faut qu'elles sortent à un moment donné. Et c'est surtout que mon compagnon et toutes les personnes qui sont autour de moi venaient vers moi en me demandant de les aider. Sauf que je ne savais pas encore ce que c'était de les aider, parce que pour moi, c'était quelque chose qui était très simple. Enfin, très simple, oui. C'était naturel, on va dire. Tu l'as dit, j'ai commencé à me tourner vers les autres dès l'âge de 16 ans, et j'avais ce besoin d'aider l'autre. Et c'est vrai que lorsqu'on est venu vers moi en me demandant d'aider l'autre, je me suis dit, mais je dois probablement avoir des qualités, des choses comme ça. Et puis en réfléchissant, puisque je parle souvent à ma tête, je me suis dit, ok, tu aides les autres, mais à quel moment tu fais quelque chose pour toi ? Il est peut-être temps d'extérioriser tout ça et de véritablement montrer au monde qui tu es. Et mon compagnon me dit, mais tu ne te rends pas compte de tout ce que tu sais? Je dis, mais je sais rien. Et là, c'était parti en vrille. Il me dit, non, tu sais des choses, et il est important de transmettre, parce qu'il connaît l'amour que j'ai pour la transmission. C'est-à-dire que j'ai vécu je vais raconter une anecdote, hein. En mathématiques, n'est-ce pas, j'avais un problème de mathématiques à résoudre et je ne comprenais strictement rien. Il s'agissait de mètres cubes. Oui. Jusqu'à présent, si on me parle de mètres cubes... Moi aussi, voilà. Toi. Et mon père me dit, je vais t'aider. Donc jusqu'à minuit, on est en train de faire des mètres cubes. Le lendemain, je n'ai toujours rien compris. J'ai eu une mauvaise note, évidemment. Et là, je me suis dit, jamais... Plus jamais je ne laisserai quelqu'un sur le bord qui ne comprend pas. Il faut que je trouve des méthodes pour aider les gens, parce que moi, j'aurais aimé qu'on m'aide. J'aurais aimé trouver quelqu'un qui puisse me dire, ok, non seulement je t'écoute, mais je te comprends et je t'aide. Et je n'ai pas toujours trouvé ça sur mon chemin. Donc je crois que c'est ça en fait qui m'anime. Le déclencheur. Voilà. Et a été le déclencheur, mais je me suis dit que j'ai compris en tout cas que pour aider l'autre, il fallait m'aider moi.
Et eux aussi se connaître sans doute. Tout à fait, voilà. Donc s'aider, se connaître, et c'est vrai qu'à ce moment-là, je me suis donc faite accompagner puisque j'avais ce souhait de développer quelque chose. Et cette dame qui m'accompagne, donc je lui parle comme ça, tu vois, mais parce que là on était en one-to-one, comme on dit, enfin, de deux, donc il n'y avait personne qui entendait, je pouvais encore me confier. Et elle me dit, mais tu sais, moi, tu me dis que tu veux développer ça, mais moi, je suis persuadée qu'on en reparle dans quelques années, et tu verras, tu seras à une autre place. Et je dis, ouais, mais bon, ça ne m'intéresse pas. Et au fil du temps, comme ça, j'ai appris avec elle j'ai d'abord appris à prendre le temps et à vivre maintenant. Alors justement, en quoi c'est important? Parce que j'ai vu dans ton ouvrage que tu cites les 4 accords Toltec. Est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu ces 4 accords Toltec et en quoi ils sont fondamentaux pour toi? Alors, quand j'ai découvert ces 4 accords Toltec, je me suis dit, mais on a presque tout faux. En fait, c'est vraiment une autre manière de penser. C'est vraiment une autre façon de voir la vie. Ce sont 4 accords qui invitent au bonheur, en fait. Et moi, j'avais une manière de penser qui était de me dire, ok, je vais faire et puis je vais penser que ça ne va pas réussir. Et puis si ça ne réussit pas, bon, de toutes les façons, c'est ce que j'avais prévu. Et si ça réussit, ça sera super. Et c'est vrai que les 4 accords Toltec nous invitent à nous dire, à déjà nous déculpabiliser. Absolument. Ne rien prendre personnellement. Ne pas en faire une affaire personnelle. Faire de son mieux. Surtout, c'est... Moi, alors, sur les 4, faire de son mieux, c'est ce que je retiens le plus. Même si les 4 sont importants pour moi. Mais pourquoi, justement? Parce que moi, j'avais ce côté perfectionniste. J'ai été élevée de cette manière-là. Je ne dis pas qu'être perfectionniste n'est pas intéressant. Je dis qu'il faut, quand on est perfectionniste, il faut aussi accepter la notion j'allais dire d'échec, mais d'expérience qui nous sert pour y arriver. Et ça, je n'avais pas cette notion d'acceptation de l'expérience, en fait, de l'échec que moi j'appelle l'expérience. Donc c'est pour ça que sur les 4, c'est vraiment faire de mon mieux qui moi m'anime, en fait. Une fois que j'ai fait de mon mieux, ça me va. Parce qu'en fait, avant que je ne fasse ce que je fais maintenant, faire de mon mieux, c'était dépasser mes limites. D'accord. C'est ce que j'avais compris. Or, pour moi, dépasser les limites, ça correspond à mourir. Très souvent. Il y a une différence entre faire de son mieux, c'est-à-dire que chaque fois qu'on a une action, qu'on mène une action, on fait de son mieux. On se dit, je fais ça pour ne rien regretter, pour dire, ok, je ne pouvais rien faire de mieux. Comme disait Mark Twain tout à l'heure. Tout à fait. Et il y a, je vais prendre cet exemple du dopage, par exemple, dans le sport. Faire de son mieux, c'est faire tout et n'importe quoi pour réussir. C'est vraiment une différence fondamentale qui est importante d'expliquer pour que les gens comprennent que faire de son mieux, c'est se connaître soi d'abord. Absolument. Et savoir ce qu'on est capable de faire avec ses propres moyens. Alors, pour continuer sur la lancée de ce que tu es en train de dire, moi, ce qui m'a interpellée, c'est le titre, mais notamment la majuscule. Tu ne dis pas « je parle à ma tête », la méthode L majuscule, parce que c'est une autre phrase. Non, le « la » est en majuscule. Alors, toi et moi, nous sommes enseignantes. Article, c'est un déterminant, d'accord, déterminant défini, c'est-à-dire qui renvoie à quelque chose de précis. Alors, pourquoi ce « là » ? Alors, est-ce que déjà tu peux expliquer le choix de ce titre, mais pourquoi la méthode ? Est-ce que c'est une façon de dire qu'il n'y a qu'une méthode ? C'est quoi exactement ? Alors, en 2 temps, je parle à ma tête. Alors, pour écrire le livre, j'ai assisté à un atelier d'écriture. Et lorsqu'on nous a demandé de trouver le titre, c'est ce qui est arrivé, parce que c'était tout à fait naturel pour moi, parce que je parle à ma tête. Ma tête et moi, c'est une vraie histoire d'amour, de désamour, enfin, c'est du bonheur pur. Voilà. Donc, pour moi, c'était clair que c'était je parle à ma tête. Ensuite, le « là », c'est parce que là, c'est la méthode qui m'appartient. Bien évidemment, elle est basée sur des écrits. Je n'ai pas tout sorti de ma tête. Et deuxième chose que je tiens à dire, même s'il y a un là, elle ne concerne pas tout le monde. C'est-à-dire qu'il va y avoir des personnes qui vont se sentir concernées. Et je suis très contente de ça. Et puis il y en aura, ça ne va pas du tout leur parler et je suis OK avec ça. D'accord. Maintenant, le là, c'est... comment je vais t'expliquer ça ?
c'est vraiment, c'est parce que le livre a été écrit d'une certaine manière. J'ai utilisé une pédagogie qui, moi, me semble intéressante. Mais encore une fois, elle me semble intéressante pour moi, mais elle peut ne pas correspondre aux autres. En fait, le livre est basé sur je l'ai écrit en 3 parties. Une première partie qui est basée sur des témoignages de personnes que j'ai aidées, des publics différents. On a des enfants, on a des nageuses, puisque j'ai été entraîneur de natation artistique, et puis j'ai des femmes que j'ai accompagnées. Donc, première partie sur des témoignages pour concerner la personne qui lit le livre, parce que il est important pour moi que la personne quand elle lit le livre, elle se le dise « Ah, mais ça me parle, ça !» D'accord. Que ce ne soit pas juste quelque chose qui soit détaché d'une certaine réalité. Tout à fait. Et ensuite qu'elle se dise « Ok, elle a vécu ça et elle a réussi malgré les embûches, mais comment elle a fait ?» Donc, une partie information pour lui dire, voilà, une partie éducationnelle, si on peut dire ça comme ça. Voilà comment ça se passe dans le cerveau, par exemple. Voilà comment ça fonctionne. Et bien évidemment, le côté enseignant, une fois que tu as compris comment ça fonctionne, on passe à l'action. Des exercices. Oui, c'est important, des exercices. Donc, prendre un moment pour soi, s'asseoir et se dire, ok, je vais parler à ma tête, justement. Je vais écrire sur moi. Et ce travail-là n'est pas si évident que ça à faire. La première fois que moi, j'ai eu à faire ça, je me suis dit, la question, c'était de quoi est-ce que tu rêves ? Et là, je me suis rendu compte que je ne rêvais plus. Et mon fils, qui était juste à côté avec moi, il m'a entendu dire la question. Et il a entendu aussi le long silence qui disait « Oh, ma mère ne rêve pas ». Et il m'a dit « Tu sais, maman, si toi, tu ne rêves pas, moi, des rêves, j'en ai. » Je lui dis « Ah bon ?» Je lui dis « Raconte-moi ». Et là, il commence à me raconter tous ses rêves. Et le soir, je me suis mise à pleurer parce que je me suis dit « Mais je ne rêve plus ». Ça veut donc dire que je n'existe pas, en fait. Je n'ai pas de... C'était comme si je découvrais que je n'avais pas d'avenir, ou en tout cas que je ne m'octroyais pas le droit d'avoir un avenir et d'être heureuse. Et ça, ce travail-là, c'est extrêmement... Ça fait remonter les émotions, ça va nous chercher très, très, très loin. Et ensuite, le travail, il me dit, OK, tu as été chercher très très loin, maintenant qu'est-ce que tu en fais? Alors justement, sans vouloir t'interrompre, quand j'ai lu ce livre et que j'ai vu qu'à chaque chapitre, comme je le dis, il y a des questions, enfin il y a un travail d'exercice, donc effectivement c'est très pédagogique, mais comment les femmes ou les personnes, je ne sais pas pourquoi je dis les femmes d'ailleurs, pourquoi les personnes, comment on arrive à mesurer, comment toi, l'auteur, tu arrives à mesurer la progression de ces personnes qui auraient répondu à ces questions, ou c'est juste, par exemple, Laure Tarrer a lu ce livre, elle a répondu à ces questions, est-ce que c'est juste, ça va me concerner moi et tant pis pour moi, mais comment tu fais pour savoir que les personnes qui ont lu ont pris conscience et ont progressé? Comment toi tu mesures cela? Alors, il y a des retours, puisque à la fin du livre, les gens peuvent me contacter, et puis je développe aussi des programmes, et régulièrement moi je corresponds avec ces personnes, parce qu'il est effectivement très important que j'ai un retour pour savoir si ça a parlé, de quelle manière ça a parlé, et surtout comment est-ce que je pourrais faire mieux, parce que l'idée c'est ça, une fois qu'on a trouvé sa mission de vie, si on peut dire ça comme ça, la mission de vie, c'est-à-dire transmettre à l'autre par un biais, par un support, et là pour le coup c'est le livre, il est important d'avoir un retour pour savoir comment on peut mieux faire. Donc à part le livre, c'est vrai que j'ai aussi des programmes. Pendant le confinement, je me suis dit allez, on va faire ça sur les réseaux sociaux. Alors c'était pas du tout mon domaine, mais challenge, pourquoi pas. Donc je me suis développée sur les réseaux sociaux, et c'est vrai que j'ai une communauté qui me suit, et j'ai beaucoup de femmes qui prennent ce plaisir, qui ont vraiment plaisir à faire un retour et à me dire ok, voilà, ça s'est passé de telle ou telle manière, ou de me contacter à travers le livre, puisque de toutes les façons je suis je suis accessible, j'ai envie de dire ça comme ça, quoi. D'accord. Donc il y a un vrai une interaction, voilà, en fait. tout à fait. D'accord. Et j'invite d'ailleurs les personnes à échanger, parce que c'est vrai qu'on a nos idées, nous. Moi, j'ai mes besoins et j'ai écrit par rapport à ça. J'ai l'expérience des autres personnes que j'ai accompagnées. Mais pour aller au-delà et pour toucher un maximum de personnes, c'est intéressant que les personnes reviennent et nous fassent un compte rendu de ce qu'elles ont vécu, de comment elles ont... Voilà, et comment
elle verrait comment on pourrait y apporter une amélioration. D'accord. Alors justement, ce livre, il s'adresse à qui ? À qui tu t'adresses quand tu écris cela? Est-ce que c'est des personnes, par exemple, qui seraient totalement perdues, qui ne sauraient pas du tout qui elles sont? Ou est-ce que ce livre s'adresse à des personnes qui ont déjà ce qu'il faut, mais à qui il manque, comme on va dire, la petite pichenette, le petit truc pour pouvoir démarrer? À qui s'adresse-t-il, ce livre? C'est exactement ça. Je crois qu'il faut être prêt. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, ce qu'on appelle le développement personnel nous fait aller chercher vraiment au plus profond de nous-mêmes et fait remonter des émotions. Et il faut être prêt ou prête, j'allais dire prête comme toi tout à l'heure, mais prêt ou prête à vivre ce type d'expérience-là et à avancer. C'est vraiment une introspection profonde. Pour moi, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai vécu et c'est comme ça que j'invite les personnes à le vivre. Et des fois, il y a des personnes qui ne sont pas prêtes à vivre ces émotions-là qui remontent. Donc, le livre, il est pour quelqu'un qui se dit « Ok, par exemple, on est fin 2021, j'ai envie d'un changement dans ma vie et je suis prête à faire ce travail, je suis prête à avancer. Les personnes qui ne sont pas prêtes, on est OK avec ça aussi, mais il faut qu'elles prennent le temps. C'est encore très jeune le développement personnel. Enfin, moi, je l'appelle l'élévation de soi, c'est-à-dire passer d'une personne à une période à une autre personne, ce qu'on pourrait appeler la meilleure version de soi-même. En tout cas, c'est se découvrir au fil du temps. Mais pour se découvrir au fil du temps, il faut la maturité avec. Et parfois, ça nous arrive comme ça, là, et il faut pouvoir accepter tout ça et avancer. Donc, pour répondre à ta question, ce livre est fait pour les personnes qui sont prêtes à commencer un changement chez elles. Tu as répété tout à l'heure plusieurs fois dans ce que tu disais le mot émotion, et dans la vie au lecteur, tu parles justement des émotions. Alors, en général, on nous apprend, des tout petits, à nous méfier de nos émotions. Hein. On dit souvent, attention, c'est pas juste, hein, les émotions. La vérité ne se trouve pas dans les émotions. Alors, tu fais donc référence aux émotions fondamentales et aux émotions secondaires dans ton ouvrage. De quoi s'agit-il exactement ? Alors, plus que des émotions fondamentales et des émotions secondaires, parce que quand j'ai écrit le livre, je pensais d'une certaine manière et maintenant, je pense d'une autre manière. J'ai envie de dire que les émotions, on va prendre un sac, on va mettre toutes les émotions dedans. Qu'elles soient secondaires, qu'elles soient celles qu'on appelle négatives ou positives. Moi, je crois qu'il est important de prendre ces émotions, de les mettre dans un sac et de les accepter telles qu'elles sont. Les émotions, en fait, sont là pour nous indiquer notre état du moment. C'est-à-dire que si donc, on a c'est pas quelque chose de figé. Voilà. Si on a de la tristesse, eh bien, si on ressent de la tristesse, c'est important de la ressentir, de l'accepter, puisque tu l'as dit aussi, on nous dit souvent attention à nos émotions, donc on les met dans différentes catégories, les négatives, les positives. Les émotions sont là tout simplement pour nous dire, ok, voilà mon état du moment. Je regarde, j'accepte, je vis avec, et maintenant, qu'est-ce que j'en fais ? Comment est-ce que je peux l'utiliser pour avancer ? Je sais qu'au début, mes émotions je vais dire le mot, me chamboulaient, mais et je me disais, j'étais en résistance en fait, mais depuis un certain temps, je ne suis plus en résistance. Pourquoi justement tu étais en résistance ? Parce que j'avais été éduquée comme ça. Parce que les émotions, et j'allais dire celles qu'on appelle les négatives, par exemple si on prend la colère et la joie, par exemple, on nous dirait que la colère ou la tristesse ou on n'a pas le droit, voilà, c'est pas bien. Mais même le bonheur, on n'exprimait pas trop le bonheur non plus. Moi, je me souviens que je rigolais en mettant la main devant la bouche parce qu'enfin, on ne s'esclave pas, non, ça ne se fait pas. C'est pas correct pour une jeune fille. Correct. Alors que, il y a quelques années, j'ai entendu le son de mon rire et je me suis dit, tu as ri ? Mais depuis quand tu ris ? Et depuis ce jour et toutes ces années, je me suis dit, ok, laisse venir ce qui arrive et puis prends comme c'est. C'est surtout aussi par rapport au regard de l'autre. Qu'est-ce qu'il pourrait penser si je m'esclave, si je me roule par terre ou si j'ose pleurer ? Eh bien moi je pleure,
je me roule par terre avec mes élèves, je rigole à pleines dents. Donc voilà, j'accueille mes émotions parce que ça me fait du bien en fait. Juste de m'accepter, accepter qui je suis et ben dire à l'autre c'est comme ça. Si tu m'acceptes comme ça, c'est très bien. Si tu ne m'acceptes pas comme ça, c'est très bien aussi. C'est très bien aussi. Il y aura d'autres personnes qui m'accepteront comme ça. Mais c'est vrai qu'on a cette notion de regard de l'autre qui vient... fausser peut-être, voilà, complètement, qui vient fausser les émotions. Mais de plus en plus, je vois que les gens laissent ressortir les émotions. Peut-être parce qu'il y a un travail là-dessus qui est fait. Alors, moi j'ai constaté, et c'est une chose que nous avons un petit peu parlé dans la préparation de cet entretien, moi il y a quelque chose qui m'interpelle. On entend de plus en plus, depuis peut-être une dizaine d'années, mais peut-être vraiment bien depuis 5 ans en Guadeloupe, du développement personnel. Développement personnel, coaching, accompagnement. Donc tu me disais dans l'entretien que tu fais une différence entre le coaching et l'accompagnement. Donc j'ai lu pas mal dessus et j'ai vu effectivement qu'il y a une petite différence. Mais moi, la question que j'ai envie de te poser, comment expliques-tu le fait que, alors qu'il y a, tu vas sur Facebook, ne serait-ce que sur Facebook, il y a 1001 personnes qui te parlent de coaching, d'accompagnement, des petites phrases, je me réveille, je suis bien dans ma peau, je suis une femme extraordinaire, enfin bref, des petites phrases comme ça, dites magiques. Et pourtant, quand je regarde notre société guadeloupéenne, je la trouve très malheureuse. Je la trouve triste. Si jamais je fais référence aux événements récents, tous ces barrages, etc., je trouve justement qu'il y a une opposition entre ce développement personnel qui est presque à toutes les sauces et la réalité. Comment tu expliques ça ? Alors, il y a plusieurs choses pour moi. La première chose, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, l'accompagnement, parce que j'aime bien l'appeler l'accompagnement, parce que pour moi, la notion d'accompagnement, c'est vraiment être à côté, avoir une expérience, une expertise, et en faire part à l'autre, en le questionnant sur qui il est, et lui permettre d'avancer en s'en allant tranquillement pour le laisser faire son chemin. La première chose, j'ai envie de dire, c'est que l'accompagnement de cette manière-là, chez nous, dans nos pays, j'ai envie de dire aux Antilles, est encore très 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 jeune. La vraie définition de ce qu'est l'accompagnement, pour moi, n'est pas maîtrisée par la population globale, j'ai envie de dire. Tout le monde va dire, je fais du développement personnel, mais qu'est-ce qu'on y met réellement derrière? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Et ça me permet de continuer en disant que la deuxième chose, c'est que l'accompagnement a quelque chose de très 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 intime. Je l'ai dit tout à l'heure, je parlais d'émotions. Lorsqu'on est accompagné, on doit se dévoiler. Pour avancer, il est important de se dévoiler. Pour se dévoiler, il est important de se connaître. Pour se connaître, il faut accepter d'aller chercher. Et aller chercher, ça sous-entend de trouver des choses qui nous plaisent et d'autres qui ne nous plaisent pas. D'accord. Et dans notre société, ce qui ne va pas nous plaire, en tout cas dans cette notion d'accompagnement, c'est la faiblesse. On ne dit pas qu'on est faible, notamment pour la femme, le fameux potomitan. Ah oui, tout à fait. On ne dit pas qu'on est faible. Donc, accepter, on dit qu'on fait du développement personnel, tout le monde va citer les phrases, ok, d'accord. Par contre, s'asseoir pour faire le vrai travail et dire qui je suis. Apprendre à se connaître. Voilà, et accepter mes faiblesses. Ce que l'on voit aussi de soi. Tout à fait. Accepter mes faiblesses. Alors, pour accepter ses forces, j'ai envie de dire, c'est un peu plus facile, mais accepter les faiblesses, c'est difficile. Et ensuite, il faut remonter aussi dans notre histoire. Tout ce que j'ai écouté une émission de France Fanon il y a quelques jours qui parlait de ce que notre passé, notre héritage a pu nous laisser de trauma, complètement un traumatisme impressionnant par rapport à notre personne, qui nous sommes, notre couleur de peau, les cheveux, notre apparence, exactement. On a été complètement dénaturé, si je peux dire ça comme déshumanisé, tout à fait. Et donc on ne s'en rend pas compte, mais même dans les mots, j'ai mangé mon pain noir, aujourd'hui c'est un jour noir, je bois du noir, je bois du noir, enfin tout est noir quoi. Sans alors
adapté même avec la langue créole. Voilà. Il nous est qu'on l'ennuie, des choses comme ça. Qu'on dès l'ennui de coller aussi. Oui, Enfin, tout à fait. De l'ennui de coller, quoi. Un enfant, imaginons ça. Et j'ai une petite anecdote à ce propos. Un enfant qui entend, il noie qu'on dès l'ennui de coller. Pas une seule, deux, mais de manière implicite, c'est dramatique. D'accord. Et justement, pour la petite anecdote, dans ma classe de grande section, j'ai un enfant qui me dit un jour, maîtresse, je ne veux pas être noir. Je lui dis, mais pourquoi tu ne veux pas être noir? Il me dit, non, je ne veux pas être noir, le noir n'est pas doux. Je dis, mais comment ça, c'est pas doux? Et là, l'enfant est blotti contre moi. La couleur, je suis quand même bien colorée, donc je me dis, il y a quand même un souci. L'enfant me dit qu'il ne veut pas être noir, il est blotti contre sa maîtresse qui est noire, qu'il adore. Donc. Et là, je mets en place quelque chose, parce que je ne peux pas laisser partir cet enfant avec cette idée. Alors justement, on va en parler tout à l'heure après une coupure publicitaire. Nous allons retrouver Sarah Juste. C'est vraiment très passionnant ce qu'elle nous raconte. À tout à l'heure. Alors nous retrouvons donc notre invitée, Sarah Juste. Donc Sarah, tu étais en train de nous dire effectivement que le développement personnel, l'accompagnement était une chose importante pour toi, dans la mesure où pour pouvoir être accompagné, il faut déjà le vouloir, et il faut déjà avoir eu un petit cheminement avec soi-même afin de découvrir qui l'on est, mais surtout ce que l'on veut. C'est bien cela. Absolument. Pour moi, c'est fondamental de se connaître, de se découvrir, de vraiment savoir qui on est et aussi d'avoir des expériences dans le domaine. En tout cas, c'est comme ça que moi, je travaille. Je ne travaille... Alors, bien ou mal, je n'en sais rien. En tout cas, c'est ma manière de fonctionner. Je n'accompagne que sur des expériences que j'ai vécues. Ou en tout cas, bien évidemment, il faut de l'expertise et il faut se former. Il y a le versant formation et il y a aussi le versant expérience. Pour moi, c'est fondamental. Donc oui, je pense que c'est important. Alors tout à l'heure, pour revenir, donc tu parlais de cet enfant qui se sentait mal, qui t'a dit maîtresse, le noir, c'est pas doux. Donc je sais qu'effectivement, tu mènes des expériences aussi donc au niveau donc pédagogique. Donc tu me disais avoir constaté que les enfants particuliers, hein, c'est l'expression que tu avais employée dans l'entretien que nous avons eu pour préparer l'émission. Différents avaient tendance à venir vers toi de manière spontanée. Alors qu'est-ce que tu entends par enfant différent et est-ce que tu penses être investi d'une mission? Si oui, quelle est-elle? Et quand tu auras répondu, on regardera une petite vidéo dans laquelle on voit l'application même de ce que tu mets en place avec ces enfants. Alors, je suis profondément persuadée que j'ai cette mission de transmission. J'ai cette mission de transmission parce que toutes les activités que j'ai pu embrasser concernent l'accompagnement. Et c'est vrai que les personnes qui me font confiance, avec qui je travaille, se sentent aidées et sont contents. Si on prend l'exemple de ces enfants que j'appelle différents, alors l'enfant dit normal, c'est celui qui fait un petit peu de désordre, pas plus. Voilà. L'enfant différent, c'est celui qui va avoir un comportement autre que celui qu'on attend, entre guillemets. Alors, pourquoi est-ce qu'ils viennent vers moi? Sans doute que je suis une maîtresse atypique, par exemple, qui est dans la cour de l'école et qui voit une grenouille sauter et qui saute après la grenouille. Et donc, qui ramène toute la classe pour sauter comme la grenouille. Enfin bon, ce sont des choses comme ça. Tout simplement parce que je me laisse vivre et parce que je montre ce que je suis. Je suis une enseignante, c'est sûr, mais je suis aussi... dans l'authenticité. Voilà, dans l'authenticité. Donc, c'est probablement ça. Et puis, comme c'est l'école, j'ai toujours les bras grands ouverts pour les enfants qui veulent venir. Donc, voilà, ça doit être je n'ai pas d'explication particulière à ça, mais en tout cas ils viennent. Après, c'est vrai aussi que j'essaye beaucoup de m'adapter à ce qu'on vit. Pour prendre l'exemple du confinement et cette continuité pédagogique où on est obligé, moi ce qui m'anime, c'est transmettre à l'enfant malgré le contexte. Donc trouver une manière qui soit intéressante pour que l'enfant continue d'apprendre, même en étant chez lui, en ayant la relation avec l'enseignant. Alors justement, nous allons regarder une petite vidéo donc de ce que tu as mis
mis en place. Alors ça consistait en quoi véritablement l'exercice que tu as donné aux enfants à faire? C'était à la maison, c'est bien cela? Alors en fait c'est parti de cette fameuse période qu'on vient de vivre, alors j'allais dire le confinement, mais c'était dû au fait qu'on soit à la maison, c'était un confinement aussi, et donc on était sur la continuité pédagogique, mais même après qu'on soit revenu à l'école, on avait fait un travail sur les vidéos, c'est-à-dire que les enfants me transmettaient leur travail par vidéo, et moi j'expliquais aux parents à l'aide de vidéos le travail que les enfants devaient faire, parce que les parents sont parents, oui ils gardent des enfants, mais ils n'ont pas forcément la bonne méthode, ou en tout cas ils ne savent pas comment s'y prendre. Donc moi j'ai fait des vidéos pour leur dire voilà parents, voilà ce que vous pouvez mettre en place avec les enfants, je leur montrais. Et puis ensuite on y a associé les enfants, puisque les enfants ont vu les vidéos, et je leur avais dit qu'ils pouvaient me faire un retour en vidéo s'ils le voulaient. Et à travers les vidéos, je leur ai montré mon univers, je leur ai montré mon chat, enfin bon, ils sont tous revenus en me disant maîtresse j'ai vu ton chat, maîtresse j'ai vu ta maison, donc ils ont été très contents et ils ont voulu faire des vidéos. Et c'est comme ça qu'on est arrivé sur ce travail de vidéo. Là on a travaillé sur Noël, et donc les enfants m'ont renvoyé des vidéos, donc moi je leur ai montré mon sapin, mais toujours avec un objectif derrière d'atteindre les objectifs par rapport aux apprentissages. Là par exemple il s'agissait d'aider l'enfant à développer son vocabulaire et de faire des phrases complexes en utilisant plusieurs petits mots. Donc les enfants je me sers de la vidéo, de tout ce qui est ludique pour aider l'enfant à atteindre son objectif. Donc l'enfant, à travers la décoration de son sapin par exemple, puisqu'il s'agit de ça, et ben l'enfant parle tout simplement parce qu'en fait ce sont des événements de sa vie, c'est quelque chose ce sont des choses qui lui parlent, il est en famille, donc on associe à la fois les parents, l'enfant et l'enseignant, et donc l'enfant se sent complètement en sécurité et il a envie, à mon avis, de plus apprendre et de montrer qu'il sait. Alors justement, nous allons regarder cette petite vidéo de la petite fille qui s'appelle Shaina, c'est bien cela, qui est donc en maternelle grande section. J'ai décoré avec mon papa et ma maman, et j'ai mis l'étoile en dernier, et j'ai mis des boules et des guirlandes et une étoile, et voici j'ai fabriqué c'est les bleus, et voici le chapeau du Père Noël, et c'est mon S, et je vais vous montrer la lumière de mon sapin. Et voilà, c'est blanc. Et un peu changé aussi. Et un peu changé, voici. Et on peut faire comme ça. Et pas trop animé aussi. Et attendez. Et aussi j'ai ce truc pour le Père Noël qui m'emmène des cadeaux, et aussi c'est écrit Top Père Noël. Alors c'est vraiment tout à fait charmant, c'est vraiment extraordinaire. Donc si j'ai bien compris, à travers ce livre, tu permets aussi aux enfants de développer, parce que quand on regarde cette petite fille, comment elle s'exprime, manifestement tu cherches aussi à développer chez ces enfants la confiance en eux. Est-ce que tu penses que développer la confiance en soi doit commencer aussi jeune, et pourquoi ? Ah, carrément, carrément. C'est-à-dire que je pense qu'un enfant à qui on transmet ces valeurs d'estime de soi et de confiance en soi sera beaucoup plus armé pour avancer dans la vie. Alors dans le livre, je ne m'adresse pas forcément à l'enfant, mais c'est-à-dire que ce qui s'est passé, c'est que le livre a fait boule de neige. C'est-à-dire que les parents d'enfants que j'avais eus dans ma classe et qui ont vu le livre, j'ai eu des parents qui m'ont appelé pour me demander si je ne travaillais pas sur l'estime de soi des enfants, parce que certains parents ont déscolarisé leurs enfants, par exemple, ou non, mais en tout cas, ils ont constaté que les enfants avaient ce souci d'estime de soi. Et c'est donc là que m'est venu, je me suis dit, mais
là, il y a quand même une problématique si les parents reviennent vers moi pour ça, c'est qu'il y a quelque chose à faire ici. Et c'est pour ça que j'ai vraiment insisté pour faire ce travail-là. Et ce qu'on appelle le confinement, là, le fait de rester à la maison, je me suis dit qu'il fallait trouver quelque chose pour continuer de donner à l'enfant l'envie de rester dans cet apprentissage. Absolument. Et de développer des habitudes de travail. Et là, on voit bien qu'il y a le parent qui souffle derrière, donc le parent aussi accompagne. Voilà, tout à fait, accompagne son enfant. Donc on a vraiment les trois parties qui sont fondamentales pour que l'enfant avance finalement. Alors j'ai vu que tu avais aussi fait venir donc Miss Guadeloupe, Tout à fait. Ludivine Edmond dans ton école. Et comment les enfants justement, quand ils ont vu arriver une Miss dans leur école, qu'est-ce que ça a pu susciter? Comment ont-ils réagi? Alors j'avais vu, j'ai vu les photos que tu avais envoyées. Comment ont-ils réagi? Alors au début on avait fait un travail, on est d'abord parti sur les émotions puisqu'on a constaté que les enfants arrivaient avec des grosses colères, enfin que les émotions n'étaient pas, comment on va dire ça, n'étaient pas intéressantes entre guillemets pour vivre en groupe. Donc on a vraiment fait un travail sur les émotions, la gestion des émotions, et ensuite est arrivée l'idée de, comme je travaillais aussi avec Ludivine qui travaillait sur la diversité plurielle, l'acceptation de soi, l'estime de soi, c'était intéressant de faire correspondre les deux univers. Et quand un jour j'arrive à l'école et les enfants me disent « Maîtresse, tu es belle », et je me suis dit « Oh tiens !» Donc on a parlé de ce que c'était que la beauté, et tous les enfants aiment beaucoup toucher la texture de mes cheveux et tout. Je me suis dit ok, il faut faire quelque chose. J'ai dans mon entourage quelqu'un d'inspirant, une femme inspirante. Il faut que ces deux mondes-là se rencontrent. Et donc on a fait un travail avec les enfants, et quand je leur ai parlé de la Miss, ils m'ont dit absolument, on va se préparer pour la Miss, on va lui faire des mots. Enfin, ils étaient tout à fait prêts à la recevoir, quoi. D'accord. Alors, c'est très bien ce que tu fais avec ces enfants, parce qu'on peut imaginer que peut-être dans quelques années, on aura des adultes chez lesquels il faudra peut-être moins réparer certaines choses. Alors, j'ai vu que dans ce livre, au début, tu cites deux personnalités, deux personnes qui sont maintenant décédées, mais qui sont célèbres, mais pour des choses totalement différentes l'une de l'autre. Tu cites Steve Jobs, donc le créateur de Apple, et tu cites Nelson Mandela. Et pour toi, tu dis que ce sont deux personnes ou deux personnalités inspirantes. En quoi t'ont-elles inspiré, toi, Sarah Juste? Elles m'ont inspirée de par leur ténacité, la persévérance. Quand on a une croyance que ce qu'on fait est bien et qu'il faut aller jusqu'au bout, on y va. Et elles avaient un pourquoi fort. Pourquoi je fais ça ? Et c'est ce qui leur a permis, je pense, à la fois l'un et l'autre, de tenir et de garder leur conviction. C'est en ça qu'elles m'ont inspirée. Toujours croire en ce que l'on fait. Et à partir du moment où on sait, on est persuadé que ce qu'on fait, c'est la bonne chose, si on peut dire ça comme ça, et bien y aller, quelles que soient les embûches. D'accord. Alors, tout au long de cet ouvrage, donc tu as cité aussi Oprah Winfrey, non? Donc c'est une dame qui manifestement est aussi quelqu'un d'inspirant pour toi. Est-ce que c'est lié à son parcours de départ, puisqu'elle a effectivement une histoire au départ qui est très douloureuse, voire violente, et quand on voit ce qu'elle est devenue aujourd'hui, est-ce qu'à travers ce livre, tu essaies de dire à ceux qui le lisent, c'est possible? C'est exactement ça. Alors, Oprah Winfrey, ce qui me vient là tout de suite, il y a son histoire, mais j'ai envie de parler de cette thématique-là quand même. Il y a cette notion d'argent. D'accord. On est souvent persuadé qu'on doit se contenter de ce qu'on a. Et moi, j'avais cette problématique-là aussi. J'avais cette pensée limitante qui consistait à me dire, écoute, tu as déjà ça, c'est suffisant. Non. Aujourd'hui, moi, je veux gagner beaucoup d'argent parce que j'ai des tas de projets, parce que j'ai envie d'aider des tas d'autres personnes, mais aussi tout simplement pour moi. Et on y a droit. Et cette femme, et j'allais utiliser le mot monstre, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qu'elle a su faire de son histoire, elle a su transformer son histoire pour... Résilience. Exactement, pour arriver là où elle en est aujourd'hui. Alors, j'ai lancé volontairement le mot argent, et ça va sans doute piquer certains et certaines, mais justement, parce que dans nos sociétés, on a souvent cette pensée limitante pour dire « Ah oui, mais on a déjà suffisamment ». Surtout pour les femmes, parce que très souvent, on associe
l'argent à la vénalité chez les femmes. Donc justement, comment toi tu perçois ce rapport à l'argent? Parce que moi j'entends, quand j'entends parler de développement personnel, j'entends les gens dire ouais, il y a qu'à faire l'argent si t'es à moun. Donc les gens profitent de s'enrichir du malheur d'autrui. Donc ça c'est quelque chose qui revient souvent. Parce qu'avant de te recevoir, j'ai un petit peu interrogé les gens pour savoir comment percevaient-ils l'accompagnement, le coaching. Parce que j'ai aussi donc un ami que tu dois connaître, Gilles Casimir, qui fait du coaching. Donc très souvent, les gens estiment que quand on demande de l'argent dans ce domaine-là, en fait, ils n'auront pas de mal à acheter une voiture. C'est normal, ils ne vont pas se dire je vais chez le concessionnaire et je sors gratuitement avec la voiture. Mais pourquoi, selon toi, dans ce domaine-là, les gens estiment que quand ils se sont fait accompagner, c'est pas normal qu'on leur demande de l'argent, parce que ça devrait être, c'est de l'humanitaire en fait, c'est de l'humanisme, et l'humanisme ça ne se monnaie pas. Alors, moi j'ai envie de poser une question. Est-ce qu'on dit que le médecin profite de quelqu'un? Ça c'est la première chose. Deuxième question, est-ce que ces personnes avec qui je suis, moi ça ne me pose pas de problème parce que je suis alignée avec ça aujourd'hui, ce que je n'étais pas et j'aurais pu penser ça aussi. Est-ce que ces personnes se sont interrogées sur la manière de travailler de la personne qui accompagne et du temps qu'elle y passe? Je prends mon exemple, tout simplement. Une séance d'accompagnement, moi en général, c'est 3 heures de travail en amont et 2 heures après la séance. Donc ça fait en général 5-6 heures pour une séance. Troisième question, de quoi est-ce que je vais vivre si je ne me fais pas monnayer? Et j'ai envie de dire pour finir, n'est-ce pas une activité professionnelle? Et ne doit-on pas être payé pour ce qu'on a échangé, j'ai envie de dire? Donc effectivement, tu dis que ce n'est pas antinomique de travailler sur l'humain, ses problématiques, sa volonté donc d'aller de l'avant et d'atteindre ses objectifs et le fait de se faire payer. Tout à fait. Et après, j'ai envie de dire aussi que il y aura de bonnes personnes, enfin ce qu'on appelle bon, parce que bon et mauvais, moi ces mots-là, voilà. Mais en tout cas, il y a des personnes qui vont correspondre à des personnes et d'autres qui ne vont pas correspondre. L'important étant qu'on trouve la personne qui correspond à notre besoin. Et pour la personne qui accompagne le professionnel, il est important aussi qu'il soit justement professionnel et qu'il soit clair avec ce qu'il propose aussi comme afin d'éviter le charlatanisme, parce que c'est quand même assez monnaie courante. On est d'accord, mais ça n'appartient pas qu'à ce domaine-là. Absolument. Quel que soit le domaine, on en trouve. Alors, tout au long de cet ouvrage, tu utilises la première personne du singulier. Alors, ma tête croit, ma tête a besoin de la vision. Alors, est-ce que c'est parce que simplement, il s'agit de ton expérience, ou est-ce que tu utilises cette première personne afin que la personne qui te lit puisse s'identifier? Alors, ce sont les deux. La première parce que voilà, c'est moi, mais aussi parce que c'est important que l'autre s'identifie. En tout cas, c'est important pour moi. Écrire un livre, pour moi, n'est pas juste écrire un livre pour dire que j'ai écrit un livre. D'ailleurs, lorsqu'on me disait que j'étais auteur, je dis oui, mais en fait, ça ne signifie pas grand-chose pour moi. J'ai écrit un livre parce que c'est un support que quelqu'un qui en a besoin peut utiliser pour avoir un début de réponse ou en tout cas un début de questionnement pour l'aider. Donc, si en lisant ma tête, il s'en inspire, il se sent, ça l'attire, et ben moi j'ai tout gagné. J'ai tout gagné et c'est ça l'idée. C'est important que ça serve. Moi, j'ai expliqué que la transmission, c'était important pour moi, mais la transmission, inspirer l'autre pour que lui ensuite inspire et qu'il aide quelqu'un d'autre à réussir. Exactement. Sinon, ça n'a pas de sens. Pour moi, la vie, c'est un puzzle. Je fais des puzzles à l'école et ma place, moi, je représente une forme du puzzle. Si je ne fais pas mon travail, je ne pourrais pas aider quelqu'un qui doit aller prendre sa place du puzzle et trouver sa forme pour venir compléter ce puzzle. Et c'est justement en faisant ce puzzle, et c'est pour ça que je suis persuadée d'être dans ma mission de vie, en aidant cette personne-là, eh ben, on va progressivement constituer, finir le puzzle de la vie. Et finalement, c'est ça qui est important. Alors,
quand tu as écrit ce livre, donc tu m'as dit que c'est dans des circonstances particulières, tu n'étais pas en grande forme physique. Aujourd'hui, entre la Sarah d'avant et celle qui a écrit ce livre, qui a aujourd'hui une communauté, qu'est-ce que ce livre, qu'est-ce que le fait de l'avoir écrit t'a apporté à toi l'autrice? Alors, jusqu'à présent, là, tout à l'heure, quand on est arrivé, je t'ai dit, c'est moi qui écris ça. En fait, je prends conscience, et je dois remercier mon conjoint, je prends conscience que j'ai vraiment ce... J'allais dire obligation, mais c'est pas ça. Mais en tout cas, c'est important que j'inspire l'autre, ou en tout cas que je me montre, parce que avant le livre, moi je voulais écrire un livre que les gens s'en inspirent et que ça les aide. Sauf qu'on m'a expliqué que je ne pouvais pas écrire un livre et ne pas me montrer, sinon les gens ne sauraient pas à qui s'identifier. Donc aujourd'hui, avec le livre, je prends vraiment conscience que j'impacte de manière positive la vie des gens. Et pas impacter pour impacter, mais impacter parce que je les aide à réussir. Et ça, c'est vraiment mon moteur. J'ai besoin de me sentir utile. Sinon, la vie n'a pas de... Alors, utile pour moi, bien évidemment, mais c'est ça, en fait, qui, moi, me motive. C'est mon leitmotiv, savoir que cette personne-là a réussi et que j'y ai un petit peu contribué. Donc oui, c'est un vrai bonheur. Et qu'est-ce que ça m'apporte véritablement? Ça me permet de travailler le côté petite fille sage. Je l'ai dit tout à l'heure, la petite fille sage, elle ne se montre pas. Aujourd'hui, on me voit pratiquement partout et on me dit souvent « mais c'est simple pour toi ». Non, c'est pas du tout simple. J'ai dit tout à l'heure, je suis flippée de la tête, mais je me soigne fort, fort, fort. Et écrire un livre et donc se montrer, c'est une manière aussi pour moi de soigner cet aspect de petite fille sage et de me dire « mais pourquoi tu n'existerais pas aux yeux du monde ?» Et maintenant, j'ai décidé que j'existerais aux yeux du monde. Alors, le titre, c'est la méthode pour atteindre tes objectifs. C'était quoi le tien? Te montrer aux yeux du monde, sortir de la petite fille qui est flippée. C'était ça l'objectif? C'était d'abord aider quelqu'un. Aider quelqu'un, mais comme avec aider quelqu'un est arrivé, tu dois sortir du bois, tu dois sortir ta bulle ou tu dois sortir de derrière le rideau pour montrer qui tu es, il fallait faire ça avec. Mais je ne l'avais pas vu venir et j'ai vraiment dû travailler le fait de parler là, d'avoir des gens qui viennent parce que ça c'était ma hantise. Écrire le livre pour moi ça a été très facile. Tout était déjà là, j'ai juste eu à poser. Maintenant c'est simple, j'ai dit à mon conjoint, ok, le livre est écrit, mais bon, je n'ai pas le sortir. Et il m'a dit, mais oui. Oui, parce que ce qui est arrivé après, c'est, mais il faut me montrer. Mes enfants, les gens vont venir, mais comment je vais gérer tout ça? Et finalement, c'est pas plus difficile que ça. C'est simplement accepter les gens comme ils sont, mais aussi mettre ses limites. Mettre ses limites, dire aujourd'hui vous êtes là, mais accepter aussi que j'ai ce besoin d'être dans ma bulle à certains moments et voilà, je suis comme ça et c'est écrit dans le livre de toutes les façons et je ne changerai pas. Donc c'est vrai que au départ c'était pour décharger ma tête parce que je lui parle constamment, il y a des tas de choses dedans, il faut la libérer, mais quand je la libère il y a d'autres choses qui rentrent dedans, mais c'était aussi probablement pour un travail sur moi-même, pour oser mon authenticité et surtout la montrer à l'extérieur. Avant de clore cet entretien, je vais te poser donc une dernière question, même si on va revenir après vers toi, mais une dernière question pour clore cet entretien, et puis je vais lire après, quand tu auras répondu, quelque chose que j'ai pas mal apprécié. Alors, pourquoi recommanderais-tu donc la lecture de cet ouvrage, Pourquoi tu te dis, Sarah Juste, je dis aux gens qu'il faut lire cet ouvrage, et ton lectorat, ton public, est-ce qu'il est davantage féminin ou masculin et pourquoi? Alors, mon lectorat est davantage féminin. Même si j'ai un homme qui est venu me dire « mais pourquoi vous ne faites pas de l'accompagnement pour les hommes ?» Je lui ai dit « mais monsieur, vous savez, j'ai commencé par les hommes, puisque j'ai commencé par un nageur, je ne l'ai pas raconté, mais j'ai commencé par un nageur. Mais ce que je fais de mieux, c'est parler de mon expertise associée à ma formation, et je suis une femme.
Voilà. Et alors, j'ai oublié le reste de ta question. Alors, pourquoi on lirait? Tout simplement parce que c'est la bonne période, on est à la fin de l'année. Souvent, on a envie d'un changement. Alors, on n'a pas besoin d'attendre la fin de l'année, mais comme on y est, on a souvent envie d'un changement dans sa vie. On est souvent prêt à un nouveau départ et on a peut-être besoin de quelqu'un qui nous dise, avec la première partie, moi j'ai vécu ça, voilà la manière dont je l'ai vécu, je le pose ici, si tu en as besoin, prends-le, si ça t'aide, serre-t'en, et puis voilà, si ça ne t'aide pas par contre, laisse aussi de côté et on est d'accord, mais en tout cas, ne pas laisser quelque chose qui pourrait servir enfoui. D'accord. Il est important de mettre sur la table ce qu'on a qui peut aider l'autre. Et c'est extrêmement important parce que moi, dans mon parcours, j'ai eu des personnes, si elles n'avaient pas osé mettre sur la table ce qui m'a aidé, j'aurais peut-être pas avancé comme j'ai avancé aujourd'hui. Alors, est-ce que, selon toi, les hommes ne sont peut-être pas plus nombreux parce que, justement, dans cette société, on éduque les hommes à... il y a une expression qui caractérise, c'est ça qui fait de fête. Est-ce que tu as le sentiment que les hommes se posent peut-être moins de questions, moins d'introspection que les femmes ? Est-ce que tu as rencontré beaucoup d'hommes qui, par exemple, se disent à un moment de leur vie, alors j'ai été cadre toute ma vie et aujourd'hui j'ai envie de devenir guide des montagnards, mais je ne sais pas comment faire, je vais m'adresser à Sarah Juste. Alors, je n'ai pas forcément la réponse à cette question. Il faudrait peut-être interroger les hommes. Mon conjoint aurait pu y répondre parce que c'est un homme que j'ai coaché. Maintenant, c'est fait, c'est dit. Mais il reconnaît que ça lui a apporté quelque chose d'intéressant. Ça a été à sa demande. D'accord. D'ailleurs, mais au départ, ça a été très, très compliqué. C'est-à-dire que, comme on a dit tout à l'heure, ça va chercher au plus profond de nous-mêmes. Alors maintenant, quelle est la vraie réponse à cette question? Je ne sais pas. Il aurait peut-être fallu... interroger des hommes là-dessus. Mais si les hommes ont envie qu'on fasse une rencontre pour ça, moi, on est là. D'accord. Alors justement, pour réagir, pour compléter ce que tu dis à la fin, cet ouvrage n'est bien évidemment pas unique dans son domaine. À charge pour vous de compléter et d'alimenter vos lectures afin d'atteindre le succès dont vous rêvez. En revanche, en plus de ces lectures nécessaires à votre enrichissement, le plus important est de passer à l'action. Nous pouvons avoir toutes les bonnes idées du monde. Si elles ne sont pas éprouvées par leur mise en œuvre, nous ne connaîtrons jamais leur valeur réelle et l'aide qu'elles pourraient apporter aux autres. La peur nous questionne souvent, mais le regret de ne pas avoir exaucé nos rêves est encore plus important au moment de notre envol pour l'autre monde. Cet ouvrage n'est pas l'unique contribution que je souhaite apporter au monde. Les conférences, les séminaires, les formations et les ateliers en ligne sont autant de supports que je développe autour de mon activité d'accompagnement. Chaque personne qui porte sa pierre à l'édifice contribue à un monde meilleur. Et tu conclus en disant « Nous sommes nés pour être heureux ». Absolument. En quoi sommes-nous nés pour être heureux, Sarah ? Je refuse de penser que nous sommes nés pour autre chose que ça. Alors on peut se questionner pourquoi il y a des guerres, pourquoi ci, pourquoi ça. Moi je me suis longtemps questionnée mais je n'ai pas forcément de réponse. En revanche, je peux travailler de là où je suis, sur les personnes de mon entourage et un peu plus loin. Et dans mon cheminement, je l'ai expliqué à un moment donné, je ne passais pas à l'action, donc j'étais velléitaire. Ensuite, je passais à l'action en me disant, de toutes les façons, si je ne réussis pas, je savais de toutes les façons que je ne réussirais pas. Et puis si je réussis, ça sera très bien. Et ça me rendait malheureuse. Sauf que quand j'ai fait l'expérience de me dire, ah ben non, je vais y aller et puis on verra, je fais de mon mieux. Tout à fait. Être accord Toltec, je fais de mon mieux et je serai satisfaite quoi qu'il arrive parce que j'ai fait de mon mieux, parce que je suis celle que je suis au moment où j'ai fait et j'ai fait de mon mieux. Et trouver de la satisfaction dans ce qu'on est au moment où on passe à l'action, ça apporte du bonheur. Et enlever cette culpabilité qu'on a pu nous mettre sur le dos, qu'on a pu se mettre tout seul,
c'est un sacré morceau de bonheur. Moi, je l'ai vécu et je l'ai vécu vraiment comme peau d'âne, si on peut dire ça comme ça, quand elle a sa peau là qui glisse sur le sol. Moi, la culpabilité, elle a glissé comme ça et quand elle a glissé, j'ai vu une espèce de fleur éclore et quel bonheur de ressentir ce qu'on ressent. Donc moi, c'est ce que je propose aux gens de partager. Ne pas dire, parce que je ne vends pas de rêve et je ne dirai à personne, tu sais, le chemin qui te mène au succès, il n'y a aucun souci, viens, suis-moi. Ça n'est pas vrai. Je commence en disant que je suis la fille la plus flippée de la Terre. J'ai souvent peur de faire quelque chose, mais je l'ai fait. Au réveil, je demande à mon conjoint, tu penses que je peux faire ça? Il me dit non. Je lui dis, je fais quand même. Je lui dis, mais je suis flippée, mais on y va quand même. Et il y aura des embûches, de toutes les façons on le sait, donc autant faire ce qu'on a à faire et ensuite se dire j'ai parcouru le chemin et être fier de ce qu'on est au bout du chemin, quel que soit ce qu'on a, quel que soit le résultat qu'on a, parce que finalement, et là je vais choquer pas mal de personnes, ce n'est pas le résultat qui est important, c'est bien le chemin qu'on a parcouru, parce que c'est le chemin qui nous forme, c'est l'expérience qu'on aura eue sur le chemin qui va faire qu'on sera transformé au bout. Et le résultat, en fait, n'est que le résultat n'est que finalement ce qu'on a vécu sur le chemin. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, Sarah. C'était vraiment très intéressant. Nous allons te retrouver donc tout à l'heure et nous allons bientôt passer à notre rubrique « Quelques lectures à vous conseiller ». Alors on se retrouve pour notre rubrique quelques lectures à vous conseiller. Alors c'est la période des cadeaux, n'est-ce pas? C'est Noël. Et quoi de plus enrichissant qu'un livre? Que ce soit la version papier ou la version audio, offrez des livres à ceux que vous aimez, les petits comme les grands. D'ailleurs, nous allons commencer par les petits. Un livre, L'homme qui repeint le ciel, de Quincy Gann, paru aux éditions Negmaron. Qui donc peint le ciel en bleu? C'est l'homme qui repeint le ciel. Alors qu'il transforme la nuit en jour, il se demande qui peut bien transformer le jour en nuit. L'homme qui repeint le ciel compte bien découvrir ce secret. Un autre ouvrage, toujours donc aux éditions Negmaron, Conte à Timoun Lakou, tome 1 et 2, écrit par Marie Louison, paru, comme je le disais, aux éditions Negmaron. Alors, le tome 1 dit ceci. C'est une plongée merveilleuse dans l'univers du conte. Cet ouvrage relate les histoires extraordinaires de 4 personnages, Léno, Manzébré, Chouquette et Ticha. Dans le deuxième volume, à travers ces différents personnages que sont Azaya et sa mère, Tiphaine et sa famille et la communauté des crabes, c'est la continuité du premier album. Il regroupe donc 3 histoires en créole, mais qui sont traduites en français. Si de nos jours le conte fait résonance en nous, au-delà du temps, il continue la construction identitaire de l'être, plus précisément de l'enfant, quel que soit son âge et son niveau de compréhension. C'est très important, chers parents, de faire lire nos contes à nos enfants. Alors, je ne dis pas qu'il faille uniquement se cantonner à cela, mais je veux dire qu'on a facilement tendance à leur lire La Petite Sirène et des choses comme ça. Mais nous avons des contes qui sont totalement merveilleux et qui participent, et ce n'est pas Sarah qui me dira le contraire, qui participent à l'estime de soi, n'est-ce pas? Un troisième conte, mais là toujours donc aux éditions Negmaron, Rikoko ne sait plus chanter, de Myrna Melio. Quelle catastrophe! Le grand coq, Rikokoko, a perdu sa belle voix. Plus de chanter au lever du soleil. Les 3 poulettes du poulailler sont prêtes à tout mettre en œuvre pour l'aider. Le chant de Rikokoko retentira-t-il une nouvelle fois dans le poulailler? Et enfin, un dernier conte, toujours pour enfants, paru aux éditions Nestor, Corosol, le cochon de Noël, écrit par Monique Etienne. Corosol est un petit cochon exceptionnel, capable de faire de bons choix, au point de susciter chez les habitants de la campagne de Concorde l'envie de passer à Noël un réveillon extraordinaire. Pour
pour les grands maintenant, parce qu'évidemment, les cadeaux sont d'abord pour les petits, mais les grands ne sont pas oubliés. Résilience Cho, dont je vous avais parlé précédemment. Mais la nouveauté, c'est que la poétesse guyanaise, qui a donc publié aux éditions Negmaron, a fait donc un audiobook qui est paru aux éditions Une Voix, Une Histoire. Donc un combo poétique qui est sorti le 9 décembre dernier, réunissant des voix de Guyane, de Martinique et de Guadeloupe et déclamant les 96 textes donc de notre poétesse guyanaise Patricia Triplé. Je vous recommande cet audiobook, il est extraordinaire d'entendre toutes ces voix déclamer ces différents textes. Je pense que c'est un excellent cadeau que vous pourriez faire à ceux et celles que vous aimez. Et dans l'ombre, un nouvel ouvrage écrit par Mayuri, paru aux éditions Kalina de Mathieu Gama, mis en voix par Carole Coco-Villoin pour les éditions Une Voix, Une Histoire. La tribu des rimes crépues, édition Prélude lunaire, écrit et mis en voix par Samuel Kramer-Rinaldo pour les éditions Une Voix, Une Histoire. Et enfin, une dernière recommandation, un roman écrit par Tessa Naïmé, paru aux éditions Nestor et qui s'intitule « Femme, c'est l'amour ». Je crois que c'est tout un programme, n'est-ce pas ? Je vous remercie de m'avoir écouté pour cette rubrique. Nous allons maintenant passer à la rubrique la minute du lecteur ou de la lectrice. Alors, je rappelle que dans cette rubrique, vous avez la possibilité de m'envoyer une vidéo maximum de 2 à 3 minutes dans laquelle vous exprimez votre expérience de lecteur ou de lectrice sur un ouvrage que vous avez lu et qui vous a plu. Je rappelle que vous pouvez m'envoyer cette vidéo à l'adresse suivante, lauretarer@gmail.com. Bonjour, je voulais vous parler d'un livre de Patrick Chamoiseau qui s'appelle « J'ai toujours aimé la nuit ». C'est un thriller, c'est sûr qu'on n'attend pas Patrick Chamoiseau spécialement sur ce registre, mais il a fait avec ce livre vraiment quelque chose d'assez surprenant. Alors premièrement, le livre commence dans les premières pages par une petite citation d'Aimé Césaire qui dit « Hélas, l'enfer est vide, tous les diables sont ici ». Et Aimé Césaire dans Une tempête. J'ai beaucoup aimé cette introduction. Alors après, on se trouve finalement dans une histoire où un homme, un inspecteur de police, se retrouve retranché dans son propre environnement avec le canon d'un pistolet dans l'œil, et il est face donc à ce tueur incroyable qui est là et qui a besoin, qui est comme un archange de la mort et qui va passer ce temps à se vider, à dire les choses à cet inspecteur. Et il dit d'ailleurs à un moment donné, à chaque fois que l'on tue, on élimine une part de soi-même. C'est assez hallucinant. Et il y a vraiment dans ce livre, c'est une façon pour Patrick Chamoiseau de faire véritablement une allégorie de la Martinique. À un moment donné, le tueur va faire une description. Alors, je ne vais pas donner la fin, etc. Le tueur va faire une description de comment il fait son punch, et là, on se rend compte à quel point il est frappé. Mais véritablement, dans ce livre, on rentre dans quelque chose un huis clos avec cet inspecteur qui essaie de s'en sortir et qui se demande comment il va faire. Alors, il va parler de la jeunesse, le tueur va parler de sa jeunesse, il va parler de ça, et l'inspecteur se dit, mais ma meilleure façon de m'en sortir, c'est de l'aider à se vider. Et donc tout le livre est là, et on voit en fait toute la Martinique, toute l'histoire de la Martinique qui va passer. On parle des béquets, on parle de tout. C'est un livre assez surprenant, vraiment, voilà, c'est un thriller, on va dire, radical, virtuose, assez extraordinaire. Moi, je vous le recommande. J'ai toujours aimé la nuit, de Patrick Chamoiseau. Vous le verrez dans un univers dans lequel vous n'avez pas du tout l'habitude de le retrouver. Voilà, bonne lecture.
Passons maintenant à la rubrique d'Alix. Une page se tourne, non pardon, silence ça tourne, une page se tourne. Nous remercions Alix qui chaque fois a des choses extraordinaires à nous raconter à propos donc d'ouvrages qui ont été donc adaptés en film. Bonjour Laure. Bonjour Alix. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, il sera question d'un manga doublement adapté au cinéma, l'excellent Old Boy. Old Boy est un manga écrit par Garon Tsuchiya et dessiné par Nobuki Minegishi, publié au Japon entre 1996 et 1998. Il comporte 8 volumes, sortis en français chez Nabucco. Il s'agit d'une adaptation spirituelle du conte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas. Un manga est une bande dessinée japonaise. La plupart des mangas se conforment à un style développé au Japon à la fin du 19e siècle. Au Japon, le terme manga désigne plus généralement la bande dessinée, quelle que soit son origine. Le pitch de Old Boy est redoutable. 10 ans qu'un homme est enfermé dans une pièce. 10 ans qu'il n'a aucun contact avec l'extérieur, si ce n'est un poste de télévision et les plateaux repas qu'on lui glisse par une trappe. Pire que la prison. Surtout qu'il ne sait pas pourquoi il est là, ni combien de temps il va y rester. Puis un jour, il est libéré, toujours sans explication. Commence alors pour lui une quête de la vérité, ainsi qu'une rééducation à la vie. Mais l'homme ne regardera qu'un seul objectif prioritaire, trouver et punir les responsables de son enfermement. La vengeance est le thème de prédilection du réalisateur Park Chan-wook, figure emblématique du nouveau cinéma coréen, né le 23 août 1963 à Séoul. Le récent succès de la série Squid Game a mis en lumière l'audiovisuel coréen. Mais c'est un milieu avec un excellent niveau de réalisation pouvant égaler Hollywood depuis de nombreuses années. Park Chan-wook se distingue par la violence et le lyrisme d'un cinéma qui ausculte la cruauté humaine. Élève modèle et brillant, il s'oriente vers l'esthétisme à l'université de Séoul et bifurque ensuite vers la philosophie à l'université de Sogan. En 2002, il sort Sympathy for Mr. Vengeance et souhaite réaliser 3 films sur le thème de la vengeance. Le producteur Kim Dong-joo le sait et achète pour lui les droits d'adaptation du manga pour moins de 11 000 €. Il réalise Old Boy, deuxième film de sa trilogie clôturé par Lady Vengeance, sorti en 2005. Dans le manga, comme pour le film, la grande trouvaille de l'histoire d'Old Boy est la manière de remonter le fil du cours des événements. Sans indice à sa sortie de prison, l'homme va devoir multiplier les ruses, d'abord pour échapper à son ennemi, voire ses ennemis, puis pour les devancer. Comme par exemple faire tous les restaurants chinois de sa ville pour trouver lequel fournissait les repas de sa cellule. Les plus attentifs et surtout les plus cinéphiles auront déjà remarqué des différences entre film et manga. En effet, dans le long métrage coréen, l'homme n'est pas un anonyme. Il s'appelle Oh Dae-soo. Et surtout, le spectateur fait sa connaissance avant son enlèvement, ce qui n'est pas du tout le cas dans le manga. S'il est aussi libéré sans explication dans le film, son calvaire aura tout de même 5 ans de plus que dans la version papier. Et surtout, le réalisateur Park Chan-wook aura décrit la vie d'un autre prisonnier, ses journées de musculation, son addiction télévisée, ses crises au bord de la folie, alors que l'auteur préfère y revenir par l'intermédiaire de flashbacks. Mais ce qui frappe le plus à la lecture du manga est la différence de caractère entre les deux hommes, qui pourtant sont logiquement le même. Le Old Boy papier, malgré le regard menaçant en couverture, respire une certaine sagesse, une gentillesse et pose souvent un regard attendri autour de lui. Bien entendu, il n'hésite pas à tester ses capacités physiques au détour d'une rue en provoquant des voyous, mais il semble toujours animé d'une certaine vigilance, voire de bienveillance. Cela vient principalement du fait que le lecteur partage ses réflexions, ses doutes, ses questions, ainsi que son cheminement intérieur dans la recherche de la vérité. Qui lui a fait ça? Pourquoi? Le lecteur est empathique. Alors que le Old Boy pellicule, magistralement interprété par l'acteur Cho Min-sik, incarne la violence à l'état pur, une rage du désespoir qui empêche littéralement le spectateur d'éprouver une quelconque sympathie. Au mieux le trouve-t-on grotesque, perdu et on a pitié de lui. Et la raison est la même que celle pointée précédemment, ou plutôt son inverse. Le choix du metteur en scène est de ne donner aucun renseignement sur les états d'âme de son héros. Au contraire, il le considère comme une sorte d'animal libéré de sa cage. C'est pourquoi il lui a donné un nom et une vie pour mieux le déshumaniser par la suite et ainsi rendre plus forte et plus sensorielle sa détresse.
D'ailleurs, la forme rejoint bien souvent le fond dans son film, avec des exercices visuels originaux et même agressifs. Le plan séquence lors du combat au marteau. La mise en scène enchaîne les effusions graphiques sidérantes, multiplie les plans insensés, caméra portée, plans à la grue, travelling halluciné, gros plans éblouissants et plans séquences virtuoses. Le film est présenté au Festival de Cannes en 2004 et reçoit le Grand Prix. Il est également nommé pour la Palme d'Or et le prix de la mise en scène. Quentin Tarantino, alors président du jury, précise que la fin de cette implacable tragédie choquera autant par sa violence graphique et psychologique que le caractère inutilement vain et cruel de la vengeance dont Oh Dai-soo était la cible. Il est certain que tout le monde n'en sortira pas indemne. Elle donne néanmoins tout son sens à ce proverbe qui ne cesse de nous être martelé tout au long du film « Ris et tout le monde rira avec toi, pleure et tu seras le seul à pleurer ». Une autre adaptation, celle-ci américaine, sort en 2013 et acquérir les droits est très compliqué après le succès du premier film. DreamWorks et Universal Pictures souhaitent acquérir les droits et envisagent Steven Spielberg comme réalisateur. Mark Protosevich est également en contact pour écrire le scénario, alors que l'achat des droits n'est pas encore finalisé. Également attaché au projet, à l'époque, l'acteur Will Smith précise que Steven Spielberg préfère repartir du manga Old Boy plutôt que de faire un remake du film du même nom, sorti en 2003. En juin 2009, l'entreprise Futabasha, éditrice du manga original, engage des poursuites contre les producteurs du film coréen pour avoir transmis les droits aux Américains sans son accord. En novembre 2009, le projet de DreamWorks avec Spielberg et Will Smith est définitivement annulé. Le projet est relancé en juin 2011 par Mandate Pictures, qui contacte le réalisateur Spike Lee après que les noms de Matthew Vaughn et Danny Boyle aient été évoqués. Le montage initial, supervisé par Spike Lee, était une version de 140 minutes. Cependant, le studio souhaite une version plus courte et le film sortira avec une durée de seulement 104 minutes. Spike Lee désavoue son film et retire sa mention habituelle « A Spike Lee Joint » du générique. On peut ainsi lire « A Spike Lee Film ». Dans une interview pour le Los Angeles Times, l'acteur Josh Brolin avoue avoir préféré la version du réalisateur par rapport à celle du studio. Cette version n'a cependant jamais été dévoilée. Le film reçoit un accueil mitigé et n'arrive pas du tout à égaler la magistrale réalisation de Park Chan-wook. Malgré la présence de Josh Brolin dans le rôle principal et de Samuel L. Jackson, on se pose la question de l'intérêt de ce remake. En définitive, Old Boy s'oriente plus vers le film commercial intelligent que le film d'auteur façon coréenne. Pourquoi une telle production? Peut-être faire découvrir une histoire que les allergiques aux films asiatiques n'avaient pas réellement envie de voir dans une version remise à jour sans aucune originalité. Voilà, ma rubrique se termine. Merci. Nous remercions Alix pour sa rubrique toujours très enrichissante, n'est-ce pas? Et nous allons donner donc maintenant le mot de la fin à Sarah. Sarah, qu'est-ce que tu pourrais ajouter en conclusion à cet entretien? Alors, j'aurais juste envie de dire une phrase que je viens d'écrire. Ayons envie de nous découvrir parce que c'est dans notre authenticité que réside notre succès. Je crois qu'on ne pourrait pas terminer mieux que cela. Sur cette phrase, nous allons te dire au revoir, Sarah, mais demander au lecteur de se rapprocher de toi. Et surtout, je remonte ce livre, je parle à ma tête la méthode pour atteindre tes objectifs. Sarah, nous avons été vraiment ravis de t'avoir avec nous. Nous souhaitons donc aux internautes, aux téléspectateurs, aux téléspectatrices un joyeux Noël. N'est-ce pas? Et nous souhaitons effectivement qu'ils puissent découvrir ton ouvrage et sans doute pour la nouvelle année, je ne dirais pas prendre de nouvelles résolutions parce que ça fait comme si c'était de la magie, mais vraiment découvrir davantage qui ils sont, mais surtout que c'est possible. Absolument. Nous te remercions encore, Sarah. À très bientôt. À bientôt, chers téléspectateurs, et je serai heureuse de vous retrouver pour un prochain numéro. Au revoir.